Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par NovaBuild avec ses partenaires et dédié exclusivement aujourd'hui aux dispositifs éco-énergie tertiaire. Nous sommes à J-1, la dernière ligne droite pour la saisie sous Opéra. Donc déjà, on va rentrer un petit peu dans le détail et comprendre pour les uns et les autres ce que c'est que cette saisie sous Opéra. On se rend bien compte que ça se rapproche un tout petit peu de nos saisies de déclaration de revenus annuelles. Et donc, on va regarder ensemble comment on peut procéder pour passer le moins de temps possible au moment de cette saisie. En fait, c'est l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Alors, un petit mot d'abord sur qui sommes-nous. NovaBuild est un acteur de l'éco-construction, porteur de l'éco-construction au Pays de la Loire. Nous portons des objectifs qu'on a appelés entre nous les objectifs A au carré BC, qui sont les objectifs d'atténuation, d'adaptation au dérèglement climatique. C'est un élément essentiel et la question d'aujourd'hui est en rapport direct avec cette question-là, et on a porté un outil qui s'appelle Action Bas Carbone, et vous verrez tout à l'heure quelques chiffres qui sont issus de cette plateforme Action Bas Carbone. Et puis, il y a évidemment aussi les questions de biodiversité et de circularité. Donc, ces 4 sujets, atténuation, adaptation, biodiversité, circularité, sont notre boussole à NovaBuild. Et pour porter ce projet d'accompagnement au dispositif, nous avons le soutien de Nantes Métropole qui nous a apporté un financement, l'IFPEB qui vient apporter son savoir-faire et l'École supérieure du bois qui nous accueille quand nous sommes en présentiel. Alors, pourquoi est-ce qu'à NovaBuild, on s'est focalisé en partie sur cette question du tertiaire? D'abord, rappelons que sur l'ensemble du poids carbone de l'ensemble des Français, en moyenne, les Français émettent 9 tonnes de carbone tous les ans. Tous les ans, tous les ans. Et dans les 9 tonnes de carbone, eh bien, un quart de ce volume-là, c'est nous. C'est notre secteur du bâtiment, de l'aménagement et de l'immobilier, 2,7 tonnes de carbone, quelle que soit, en fait c'est une moyenne, hein, quelle que soit l'action individuelle de chacun, il a dans son sac à dos ces 2,7 tonnes de carbone. Et dans ces 2,7 tonnes de carbone, c'est là qu'on voit qu'on est sur quelque chose qui n'est pas du tout négligeable. On a 400 kilos qui relèvent du tertiaire, donc y compris donc les Français qui sont à la retraite, enfin qui n'ont pas de, qui n'utilisent pas au quotidien le tertiaire, bien 400 kilos sur les 9 tonnes. C'est-à-dire qu'on est sur un volume qui est considérable. Et dans ces 400 kilos, on voit bien. Alors, le tertiaire, c'est 590 kilos et c'est 400 kilos qui relèvent de la consommation d'énergie. Donc, on voit que c'est bien le sujet qui est essentiel. Et donc, les pouvoirs publics, quand ils ont mis en place le dispositif éco-énergie tertiaire, ne s'y sont pas trompés. Il y a de bonnes raisons d'aider, d'accompagner les acteurs du tertiaire à réduire leur consommation d'énergie. C'est 3/4 de l'effort du secteur. Alors, c'est quoi l'école du tertiaire bas carbone? C'est un parcours de progrès que l'on a voulu, avec Nantes Métropole et l'IFPEB, comme étant un accompagnement pour vous permettre aux uns et aux autres, je disais tout à l'heure, à gagner du temps, mais surtout à le rendre efficace et utile. On va se le dire entre nous, là aujourd'hui on va se focaliser sur la saisie sur Opéra, mais l'objectif c'est pas la saisie. L'objectif c'est de pouvoir réaliser des travaux qui permettent aux uns et aux autres de diminuer la consommation énergétique. Et dans cette période un petit peu particulière de hausse parfois fulgurante des coûts d'énergie, cette question est plus qu'essentielle. Alors, où est-ce qu'on en est de notre école du tertiaire? Eh bien, on est à 2 pas de cette date d'échéance du 30 septembre. On verra ce qu'il en est aujourd'hui et comment elle sera mise en œuvre par les uns et les autres. Donc, normalement, les uns et les autres, vous avez dû déjà commencer à saisir un certain nombre de données sur Opéra. Peut-être que vous avez déjà achevé l'ensemble du parcours de saisie et vous avez des questions. Vous vous dites, tiens, c'est bizarre, là, il y a un truc bloquant, un petit peu comme quand on saisit la première fois sa fiche d'impôt. On se dit, tiens, c'est bizarre, je ne suis pas certain d'avoir bien compris la question. Eh bien,
on est là pour répondre à vos questions avec nos différents intervenants. Et nous aurons une dernière séquence en présentiel le 8 novembre, donc vous pouvez le noter d'ores et déjà, en sachant que c'est une participation qui sera gratuite. C'est une école sans frais d'inscription. C'est l'avantage du dispositif que l'on a monté avec nos partenaires. Alors, je vais tout de suite demander à Jean-Benoît Lafont de nous faire l'actualité du dispositif éco-énergie tertiaire. Et j'ai cru comprendre qu'en fait, l'échéance du 30 septembre, elle n'existe plus, quoi. Ça y est, on a regagné du temps et on va pouvoir faire ça quand on veut. Bonjour Pierre-Yves, bonjour à tous. Bonjour Jean-Benoît. C'est déjà un vrai plaisir d'être avec vous lors de ce webinaire. Alors non, j'aime bien cette question volontairement frondeuse. Ce n'est pas un report. Le communiqué de presse du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires est assez précis. On parle d'une tolérance pour le dispositif et pour la saisie jusqu'à fin 2022. Une tolérance pour la création de l'entité fonctionnelle, pour la saisie des années de référence 2020-2021. Mais on est vraiment sur ce train pour aller vite. C'est très important à avoir en tête. Donc, pour ceux qui ont fait les efforts pour tenir cette échéance du 30 septembre, continuez, maintenez-les pour que vous puissiez passer à autre chose. Est-ce qu'on peut se dire que tout ce qui est fait n'est plus à faire, de toute façon? Tout ce qui est fait n'est plus à faire. Et cette partie administrative sera derrière vous, entre guillemets, pour pouvoir passer à l'action. Et il y a d'autres sujets, on va le voir juste après dans ce volet actualité. Et puis le deuxième point du CP, du communiqué de presse, concernait aussi pour 2023 avec une autorisation à ajuster la situation de référence sans faire autant appel au droit à l'erreur. Donc là, il y a une souplesse complémentaire pour la situation de référence pour rassurer, c'est-à-dire qu'il faut l'avoir saisie au 31 décembre 2022, mais vous pourrez la modifier facilement en 2023. Il y avait eu beaucoup de questions dans nos différents ateliers sur cette année de référence, parce qu'on n'est pas certain tout de suite de trouver la bonne année de référence. Donc là-dessus, on pourra changer de l'année de référence si j'ai bien compris. Oui, c'est tout à fait ça. C'est exactement ça. Et puis pour donner un petit peu l'avancement de saisie, je pense que certains d'entre vous se posent la question d'où est-ce qu'il se situe. À date, on est à 150 millions de mètres carrés de complètement saisis. Il y en a d'autres qui ont fait des saisies partielles et qui est donc le volume est beaucoup plus élevé que ce 150 millions. C'est un peu plus de 10% du parc. Donc il y a encore une étape à franchir pour les assujettis. Et c'est aussi l'enjeu de notre webinaire d'aujourd'hui, c'est de continuer à venir simplifier l'approche avec notamment Emerson Carbone. Voilà pour cet enjeu. Ça me permet de basculer sur un point d'actualité plus général également. On a parlé à la rentrée, on a beaucoup parlé du plan de sobriété énergétique émis par le gouvernement. Il sera publié au 6 octobre, la date officielle a été transmise. Et ce plan de sobriété fait écho à ce que disait Agnès Pannier-Runacher, qui est la ministre chargée de la transition énergétique, qui disait que la clé pour passer l'hiver, c'était la mobilisation générale. Et donc, ce plan de sobriété adresse 4 piliers pour ceux qui ne l'ont pas en tête. Le consommer moins, le consommer autrement, consommer mieux, avec des énergies renouvelables. Et un dernier point sur la relance de la filière nucléaire. Tout ce plan de sobriété a été discuté pendant l'été avec les filières, les fédérations, en concertation, en groupe de travail. Et donc, on y verra tous plus clair le 6 octobre. Et ça me permet aussi de faire écho à ce qui a été signifié par Xavier Piachanik, qui est le président du directoire d'RTE, qui dit qu'on a perdu toutes les marges pour répondre à la demande d'électricité pour l'hiver. Et donc, plan de sobriété d'un côté, difficulté pour le réseau électrique de l'autre pour cet hiver. Tous les facteurs montrent qu'il faut passer à l'action et ne pas rester qu'à la saisie sur Opérate, bien sûr. On y reviendra tout au long de cette intervention. Et puis, juste pour signifier qu'à l'IFPEB, on a deux grands programmes qui font écho. Le championnat de France des économies d'énergie
qui adresse les différents volets cubes que vous avez sans doute en tête pour rapidement économiser de l'énergie sans travaux, sans investissement. Et puis, on a lancé à la rentrée un programme qui s'appelle CubeFlex pour répondre justement à la difficulté du réseau électrique, pour favoriser la flexibilité et l'effacement de la pointe électrique du parc tertiaire. Alors, on est lancé avec des premiers de cordée en opération pilote jusqu'à décembre. Et au 1er janvier, vous avez la capacité de concourir à CubeFlex, d'effacer, de vous entraîner, de jouer à effacer, de mieux consommer. Donc, venez, ça fera partie des grands enjeux de cet hiver. Comment on fait pour rentrer dans le concours Cube? Parfait. Ben, je vous proposerai un lien dans la fenêtre de chat et vous pourrez très rapidement être aiguillé sur les différents concours Cube selon votre typologie d'activité. Donc, je le transfère dans la foulée. Dans nos différents échanges, Jean-Benoît, assez rapidement, tu nous as suggéré qu'on puisse avoir cet échange avec Emerson Cabane. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ça te paraissait si important? Alors, déjà, Emerson Cabane, je le présente et puis on fera peut-être le sondage entre-temps. Pierre-Yves, on fait comme ça. Ouais. Alors, Emerson, il pourra arriver aussi sur la fenêtre en parallèle. Merci à lui d'être présent parce que, comme vous vous en doutez, voilà, J-1 de l'échéance qu'on avait tous en tête, Emerson Cabane, il est au service bâtiment de l'ADEME et il est en charge de la plateforme, du déploiement de la plateforme Opérate et du suivi associé à cette plateforme. Donc, les temps sont comptés. Donc, un grand merci à lui de pouvoir se rendre disponible sur cette dernière ligne droite. Je vois qu'il arrive en parallèle. Merci Emerson. Donc, c'est un grand plaisir que de t'avoir avec nous pour consolider et répondre aux dernières questions que voilà, les conférenciers puissent avoir. On a rythmé un petit peu l'intervention par des sessions d'échange, comme d'habitude, avec Pierre-Yves. Ça permettra à tous d'avoir les idées claires autour de ce sujet. Et puis, pour commencer, oui. Pour commencer, on a envie de poser une question à la salle. Tout à fait. Alors, si le petit sondage veut bien arriver, on a envie de vous demander où vous en êtes sur Opérate. Ça permettra à Emerson Cabane de bien adapter son propos à la situation des uns et des autres. Donc, je ne sais pas si la régie peut envoyer le petit sondage pour que nous puissions les uns et les autres y répondre. Je ne le vois pas encore arriver. Alors, pendant qu'il arrive, peut-être, Emerson, est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse d'Opérate? Vous avez travaillé combien de temps pour élaborer cet outil? Comment est-ce qu'il a été conçu? Ce n'est pas dans l'objet de l'intervention, mais ça me paraît intéressant toujours de savoir un petit peu comment cette question-là a émergé. Alors, Opéra a émergé en fait par arrêté. Hein. Dans les arrêtés qui régissent la réglementation, il est écrit que les assujettis doivent notamment déclarer les informations attendues sur une plateforme, en l'occurrence Opéra. Opéra pour Observatoire de la performance énergétique, de la rénovation et des actions du secteur tertiaire, et que ce soit l'arrêté aussi précise que c'est l'ADEME qui est en charge de la mise en œuvre et du déploiement de la plateforme, qui du coup a découlé très vite après la publication des textes réglementaires. Donc depuis 2019, les développements sont lancés et se poursuivent aujourd'hui, se poursuivront aussi demain. Ouais. Alors, pour le petit sondage, on a normalement à côté du chat, on a un onglet qui nous permet d'accéder au sondage. Je ne le vois pas apparaître. Sinon, on va passer, hein, si on n'arrive pas à le voir. Donc, si les uns et les autres, vous... Alors, François Loret, en fait, un certain nombre ont vu le sondage, on n'arrive pas à le voir. François Loret nous dit qu'il manque dans le sondage le cas de aucune action réalisée. C'est mal parti. Normalement, il y a une dernière question dans le sondage qui vous permet de dire que vous n'êtes pas concerné. Emerson, je vais vous donner la parole pour présenter
Opéra et les dernières questions que les uns et les autres se posent. Et puis, on échangera de façon périodique, on va dire à peu près toutes les 10 minutes, on aura un temps de respiration et de dialogue avec la salle. À vous la parole. Oui, bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Et donc, dans cette présentation, on va rappeler vraiment en 2 mots, parce que c'est pas vraiment l'objet, ce qu'est Opéra, enfin ce que ça permet de faire aujourd'hui et ce que ça permettra, les perspectives pour demain. Mais surtout, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une visée opérationnelle, c'est de répondre aux questions que vous vous posez pour vraiment finaliser vos déclarations en cours. Donc du coup, 3 principales visées pour la plateforme, hein, je vais assez rapidement. La première, et c'est celle qui nous concerne tous le plus en 2022, c'est qu'Opéra est le réceptacle des données qui doivent être déclarées dans le cadre de l'application des dispositions réglementaires. Ensuite, la deuxième principale visée de la plateforme, c'est d'être également aussi le lieu de la vérification de l'atteinte des objectifs. Donc ça passera par la production d'une attestation annuelle pour que chaque assujetti puisse se situer année après année par rapport à l'atteinte de ses objectifs, mais également pour les agents de l'État qui seront en charge des contrôles. Opéra sera un support pour eux pour effectuer leurs contrôles. Et enfin, la troisième visée, ce sera, étant donné le gisement de données absolument unique que l'on retrouvera sur le secteur tertiaire qui sera déposé, c'est que Opéra soit aussi vraiment le thermomètre pour que chacun puisse s'informer sur la consommation du secteur tertiaire, année après année, quel secteur consomme quoi, combien, avoir des interprétations à différentes mailles géographiques. Et donc, ça va être vraiment Opéra sera également le lieu de la diffusion et de la valorisation des données qui seront collectées, bien sûr dans le respect des règles de confidentialité. Donc, toutes les données seront vraiment anonymisées et agrégées. Un petit avant-propos aussi, parce que c'est important pour 2022, qui est vraiment une année d'apprentissage pour tout le monde, et ce à plusieurs titres. Déjà, c'est la première année de remontée de données sur Opéra, et donc il y a une acculturation nécessaire à la technique réglementaire, enfin aux dispositions réglementaires, qui est indispensable, et aussi à la prise en main de la plateforme. C'est aussi c'est une année où on rentre tous dans le dispositif, donc c'est pour ça qu'il y a une souplesse particulière, et notamment la dernière qui est la tolérance pour effectuer ces déclarations et les parfaire jusqu'au 31 décembre. Et aussi le droit à l'erreur qui pourra aussi être invoqué par la suite en cas d'erreur. Aussi, parmi les déclarations qui sont attendues cette première année, il y a les déclarations de consommation annuelle des années 2021 et 2020 qui sont impactées par la crise sanitaire. Et donc, ces 2 déclarations-là n'engendreront pas de notation éco-énergie tertiaire. 2022, c'est aussi, il faut le reconnaître, c'est l'année la plus chargée en termes de saisie, parce que c'est là où tout démarre sur Opéra. Il faut à la fois s'inscrire, à la fois déclarer son patrimoine assujetti, puis déclarer plusieurs années de consommation. Donc, il faut le reconnaître, c'est une charge lourde qui est demandée pour cette première année. Et bon, le point positif, c'est qu'en phase de routine du dispositif, toutes ces actions ne seront pas à renouveler. Il n'y aura pas besoin de se réinscrire, il n'y aura pas besoin de redéclarer le patrimoine s'il n'a pas changé. On va dire, dans le cas nominal, il y aura simplement à mettre à jour sa déclaration de consommation par rapport aux années précédentes. Et aussi, l'année 2022 est une année particulière pour nous, parce que on tient compte, on n'a pas la prétention, on a fait de notre mieux pour essayer d'avoir la plateforme la plus ergonomique, la plus simple possible, tout en permettant de déclarer tout ce qui est demandé dans la réglementation. Et donc, on a accordé une priorité aux fonctionnalités déclaratives. Donc, on a mis vraiment notre effort dessus et on continue de le mettre. Et par rapport aux fonctionnalités plus avancées. Donc, on verra aussi les perspectives pour les années suivantes, autres que la partie déclarative. Donc, le planning de déploiement, j'y reviens pas forcément très longtemps parce que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde est bien au courant. On a mis en place, du coup, Opéra existe depuis 2020 et il y a eu petit à petit, avec un jalon important au 31 décembre 2021, qui a vraiment le jalon à partir duquel les assujettis peuvent commencer à vraiment faire leur déclaration de consommation, et avec des fonctionnalités qui se poursuivront ensuite pour les années suivantes. Et on y reviendra. Donc, les grands principes d'Opéra, en 2 mots, quelques grandes logiques qui sont sous-jacentes à la conception de la plateforme. C'est d'abord la progressivité. Il n'est pas obligatoire de renseigner toutes ces données en une fois. Et toutes les déclarations qui sont faites sont modifiables, supprimables. L'autonomie aussi, c'est un point très important. Les parties prenantes, elles sont autonomes pour réaliser les déclarations. C'est vrai que ce dispositif, il a vraiment l'intelligence aussi de mobiliser
toutes les parties prenantes qui sont concernées par les consommations d'énergie, donc aussi bien les propriétaires que les preneurs à bail. Et nous, on a vraiment conçu Opera pour que chacune de ces parties prenantes puisse faire sa part du travail déclarative, y compris dans des cas où une des parties ne souhaite jamais effectuer son travail. Donc ça, c'est vraiment une grande logique, une logique importante, hein, les principes d'autonomie, avec la contrepartie qui fait que, étant donné que vu que le propriétaire et le preneur à bail sont autonomes pour réaliser les déclarations, il y a un dialogue qui est nécessaire pour bien se répartir le travail et pour bien comprendre le qui fait quoi, en particulier dans une situation propriétaire-preneur à bail. Donc la coopération, c'est pas obligé qu'une des deux parties se charge de l'intégralité de la saisie. Il est possible, même si c'est pas vraiment conseillé, mais c'est quand même une possibilité, que chacune d'entre elles complète ses informations de consommation selon ce qu'elle connaît. C'est pas obligé de transmettre toutes les données à quelqu'un pour que cette personne se charge de l'intégralité de la saisie. Et ensuite, la transparence, c'est que lorsqu'on est concerné par un patrimoine, on doit pouvoir avoir accès à toutes les informations relatives à la consommation d'énergie de ce patrimoine, que l'on soit propriétaire ou preneur à bail. Donc voilà pour les grands principes sous-jacents à Opera. Donc bon, il y a un site internet, je rappelle, parce qu'on se rend compte que même si elles sont de plus en plus connues, on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'utilisateurs qui nous posent des questions sans avoir conscience que tout un tas de ressources existent et sont disponibles dans l'onglet ressources d'Opera. Donc il y a plusieurs ressources qu'on peut trouver. Il y a des décryptages des notions clés de la réglementation. On voit des modules, des supports dédiés à la notion de l'assujettissement, des supports dédiés à la notion du calcul des objectifs, par exemple. Donc il y a aussi des supports dédiés à la pratique d'Opera. Donc il y a un guide utilisateur et surtout une vidéo de démonstration. Donc même si on a essayé de concevoir Opera pour qu'elle puisse être utilisée sans ces ressources, hein, on sait qu'au moins elles existent et on peut s'y référer probablement en cas de blocage. Et il y a aussi une foire aux questions qui est assez complète. Et donc il y a de fortes chances que si vous vous posez une question sur la réglementation, l'interprétation de la réglementation ou sur l'utilisation de la plateforme, il y a de très fortes chances que, si ce n'est qu'il y ait déjà la réponse exacte dans la foire aux questions, qu'il y ait au moins des éléments de réponse sérieux. Donc je vous invite vraiment à consulter les ressources si vous n'avez pas conscience qu'elles existent. Donc là, je reviens rapidement sur les deux principales ressources qui concernent Opera, avec aussi la possibilité, si les ressources, la foire aux questions, ne répondent pas à vos questions, de contacter une assistance support. Et on répond, en tout cas pour les questions qui concernent Opera, on répond à 100% des questions que l'on reçoit. Et bien sûr, le temps de réponse, par contre, varie selon l'affluence des questions. Et pour rien vous cacher, voilà, depuis septembre, il y a un afflux de questions vraiment qui est très, très important. Et malgré le renforcement de toutes nos équipes qui sont derrière, il peut y avoir jusqu'à plusieurs jours de temps de traitement. Donc, il ne faut pas s'étonner. Il peut y avoir plusieurs jours, alors que depuis le début d'année, on était sur un temps de réponse de quelques heures. Mais en tout cas, on répond à 100% des questions qui sont posées via notre assistance support et qui ne sont pas déjà traités par les supports existants. Donc là, on a peut-être une première vague de questions. Absolument, il y a pas mal de questions qui sont arrivées déjà dans le chat. D'abord, il y a deux informations pour vous, mais vous avez dû le voir passer un peu à l'échelle nationale. On a dit à peu près 10% du parc a été saisi. On a la ville d'Angers qui nous dit qu'ils ont saisi 70% de leurs 150 sites. Donc, on avait envie de leur faire un grand bravo et de dire que c'est bien que des grandes collectivités comme celle-là ouvrent la voie aux autres. Et Carquefou nous dit qu'ils ont saisi 26 EFA sur les 46, mais qu'ils ont suspendu ces saisies au moment de l'arrivée du plan de sobriété. Alors, après beaucoup de questions sur l'année de référence, j'ai envie qu'on creuse un petit peu ça. On a d'abord... si un locataire est arrivé en 2019, est-ce qu'il peut choisir une année qui est antérieure en année de référence, même si, en fait, c'est pas techniquement la saisie opérate, mais comme on a 3-4 questions sur l'année de référence, je pense qu'il faut qu'on traite cette question puis comment Jean-Benoît veut aussi participer et répondre à la question. Donc là, 2019, un locataire est arrivé en 2019, est-ce qu'il peut choisir une année antérieure ? Oui, il peut choisir une année antérieure. Je me permets, Emerson, étant donné que c'était une question qui relève un peu des textes et de ce qu'on a pu produire aussi sur la plateforme dans l'accompagnement et l'atelier pédagogique.
Et oui, il peut saisir bien sûr des années de référence à la condition qu'il récupère ces données de consommation des locataires précédents. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et toujours sur ces questions d'années, est-ce que 2022 peut être l'année de référence? Alors, 2022 peut être une année de référence si on n'a pas d'historique et qu'on doit attendre d'avoir une première année pleine d'exploitation pour pouvoir la déclarer. Et donc, elle sera donc déclarée qu'en 2023. Mais si on a un historique et on a fait d'énormes travaux et en fait, ça n'a plus rien à voir, y compris on a changé d'usage du bâtiment, on a un historique, mais il a pas de sens. Alors, les travaux peuvent, entre guillemets, contribuer aux économies d'énergie. Et si ces travaux sont ultérieurs à 2010, il peut être intéressant que de remonter l'année historique de référence antérieurement aux travaux pour qu'ils puissent être intégrés dans la trajectoire énergétique du dispositif éco-énergie tertiaire. Et puis après, petit à petit, on a des questions entre le propriétaire et le locataire. On voit bien les deux peuvent saisir. Et quand il y a un arbitrage, notamment l'arbitrage de l'année de référence, en fait, qui, en définitive, a le dernier mot? Est-ce que c'est le propriétaire ou est-ce que c'est le locataire? Ah, Emerson. Alors, oui, peut-être une précision. Alors, ça a été précisé dans la foire aux questions. Alors, je ne saurais plus retrouver la question, mais on va dire celui qui est en premier lieu concerné par la déclaration de consommation, c'est avant tout l'exploitant. C'est l'activité réelle qui est exercée, c'est celle de l'exploitant. Donc, c'est lui qui est en premier lieu concerné par la déclaration de consommation. Après, bien sûr, c'est un dialogue à avoir, mais c'est en premier lieu l'exploitant qui est plus concerné par le fait de faire les déclarations de consommation. Et dans cette relation propriétaire-locataire, on a les deux questions, c'est assez amusant parce qu'elles se font le reflet l'une et l'autre. Il y a un locataire qui dit « Qu'est-ce que je fais si mon propriétaire ne bouge pas ?» Et j'ai un locataire qui dit « Mais qu'est-ce que je fais si je n'ai pas les infos venant du locataire ?» Alors là, justement, c'est tout ce qu'on a voulu mettre en place sur Opera, c'est que là, une personne, enfin voilà, quand on est dans une situation propriétaire-preneur à bail et qu'il y a l'une des deux parties qui ne veut jamais faire sa part du travail, l'autre partie peut faire ses déclarations au maximum de ce qu'elle peut. C'est-à-dire, typiquement, je suis locataire et je n'ai pas de retour de mon propriétaire depuis le début d'année. Je peux quand même déclarer mon patrimoine assujetti et déclarer le maximum que je peux de mes consommations. Donc, mes consommations individuelles, si je les connais, je peux les renseigner. Et l'inverse est vrai aussi. Si je suis propriétaire, je peux faire, et que mon exploitant, enfin l'exploitant ne veut jamais venir sur Opera, il est possible de faire la déclaration de patrimoine et de remplir au maximum la déclaration de consommation, au maximum de ses propres connaissances. Alors après, peut-être que c'est aussi une méconnaissance de ma part. Il y a une question de Cynthia Romero qui se demande comment elle définit le cadre de reporting. Si on se fie aux factures, les périodes de consommation sont très disparates suivant les bâtiments. Et donc, elle s'y retrouve plus trop. Elle ne sait plus trop comment faire pour ce cadre de reporting. Ça vous dit quelque chose? Alors, déjà, peut-être juste rappeler pour tout, le cadre de reporting, c'est la période sur laquelle on choisit de déclarer ses consommations annuelles d'année en année. L'idée, c'est pas d'avoir quelqu'un, enfin, de ne pas choisir, de ne pas faire les déclarations, par exemple, de l'ADEME du 1er janvier au 31 décembre une certaine année, et l'année d'après du 3 mars au 2 mars. Donc, c'est d'avoir un minimum de cohérence. Donc, c'est ça le cadre de reporting. Et en tout cas, pour cette première année, c'est bien précisé qu'il y a une tolérance. Si on connaît pas exactement, on n'a pas exactement l'ensemble de ces factures sur la même période, il est possible, en fait, de réajuster ces factures, voilà, avec une règle de bon sens, hein, pour pouvoir déclarer ses consommations d'énergie, même si on n'a pas exactement le détail. L'idée, c'est petit à petit, au cours de la décennie, d'inciter à avoir cette information précise sur la déclaration. Mais bien sûr, il y a bien conscience que tout le monde aujourd'hui n'a pas cette information exacte sur toutes ces énergies sur la même période. Et à quel moment on renseigne le dossier technique pour les bâtiments patrimoniaux? Alors, ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on peut faire sur Opera. Donc, le dossier technique, il a vocation à, je le rappelle, à pouvoir personnaliser l'objectif en valeur absolue si celui qui est attribué par Opera, selon les règles de calcul définies dans la réglementation, est trop ambitieux. Donc, aujourd'hui, étant donné qu'il n'y a pas encore les objectifs qui sont déterminés par Opera, tout simplement parce qu'il y a une production réglementaire qui reste à faire sur ce sujet.
on pourra déposer un dossier technique une fois que les objectifs seront affichés sur Opera. Alexia Lopez nous demande s'il est nécessaire de renseigner les sous-activités si le bâtiment a des consommations qui permettent de calculer les consommations de référence. Alors, en fait, là, pour le renseignement des activités, en fait, c'est vrai qu'il y a deux choix possibles, il y a deux grandes options. C'est soit on s'oriente vers le renseignement de catégories d'activités par défaut, et là, on ne peut en renseigner qu'une seule. Donc, c'est vrai que ça simplifie beaucoup la saisie. Le désavantage que ça a, il faut bien être conscient des limites, c'est que l'objectif en valeur absolue, il sera moins personnalisé par rapport à sa situation. Alors que l'avantage, c'est vrai que c'est un travail plus conséquent à faire de déclarer vraiment plus précisément ses activités, avec des activités plus détaillées, mais ça aura l'immense avantage, bénéfice, de pouvoir attribuer un objectif en valeur absolue très personnalisé par rapport à la situation réelle de chaque assujetti. Donc voilà, il faut bien comprendre les limites et les bénéfices de chacune des deux options. Là, on a quelqu'un qui semble être un peu bloqué après avoir fait sa déclaration des consos sur les années 2021 et 2020, les références déclarées. Le statut des déclarations est marqué entamé. Est-ce que c'est normal? Alors, oui. Alors aujourd'hui, pour être vraiment transparent, il n'y a pas encore la fonctionnalité de validation des données. On entend par validation vraiment le fait de pouvoir verrouiller une déclaration, de signifier qu'elle est complète et terminée. Aujourd'hui, on a privilégié de faire bien plutôt que de faire vite. Et donc, cette fonctionnalité arrive bientôt avec beaucoup d'éléments de renseignements sur les écrans de recherche pour avoir connaissance du statut, etc. Donc, il sera possible très bientôt de valider ces déclarations, donc unitairement, c'est-à-dire je fais ma déclaration, je la valide, ou alors en masse, c'est-à-dire moi, j'ai fait toutes les déclarations de l'ADEME, mes 30 déclarations, je peux faire tout simplement sélectionner tout et valider tout. Donc, ça pourrait être, c'est vrai que la mise en ligne de cette fonctionnalité, elle est tardive, mais on a privilégié de faire bien et que elle soit très facilement utilisable et de pouvoir valider en masse en une fois également. Jean-Benoît, là, c'est des questions qu'on a traitées déjà auparavant, mais je pense qu'il faut quand même y répondre parce que les gens se posent encore maintenant ces questions. On a la communauté de communes du Pays des Achards qui nous dit qu'ils ont récupéré un bâtiment récemment, mais ils n'en sont pas les propriétaires en termes juridiques et ils ne savent pas en fait s'il faut qu'ils déclarent ce bâtiment qu'ils exploitent aujourd'hui ou pas. Très bien. La première remarque, c'est d'aller voir le propriétaire, de discuter avec lui, de dialoguer avec lui pour accéder à toutes les informations. Et ensemble, vous pouvez réaliser ce cheminement d'assujettissement. Il est assez précisé. Faut regarder à la maille du bâtiment, à la maille de l'unité foncière, à la maille du site, pour savoir si vous êtes assujetti et si vous êtes donc concerné par le dispositif éco-énergie tertiaire. Mais on vous recommande vraiment de pouvoir échanger avec le propriétaire pour accéder à des informations qui, en tant que locataire, vous ne pourriez pas avoir. Et peut-être juste un complément là-dessus. Là, voilà, les déclarations qui doivent être faites cette année-là, ça concerne bien les consommations 2021, 2020, etc. Donc, si vous êtes un nouvel exploitant et que votre activité a démarré en 2022, il n'y a aucun travail à fournir sur Opera pour cette première année. Donc là, la prochaine échéance, ce sera le 30 septembre 2023 et qui concernera la déclaration de vos premières consommations qui seront celles de l'année 2022. Là, on a une SCI qui est propriétaire d'un ensemble de parcelles cadastrales différentes, mais avec une seule unité foncière, 4 bâtiments sur cette unité, 3 locataires. En fait, ils ne savent plus trop dans quelle case ils mettent leur déclaration. Là, j'ai vraiment l'impression d'être dans une déclaration d'impôt. Est-ce que c'est le 1B ou le 3 ou le K3? Est-ce que vous avez la réponse? Alors, les 1B, 4, c'est les cas d'assujettissement. Emerson, maintenant, je suppose qu'il nous faudrait quand même beaucoup plus d'informations pour qu'on puisse être en mesure de répondre, hein, en fait. Oui, je pense aussi. Et puis, donc, il faudrait plus d'informations. Après, vraiment, en termes de conséquences, on va dire aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas aujourd'hui vraiment au moment où on se parle possible de modifier le cas d'assujettissement. Demain, ce sera possible de le modifier à n'importe quel moment si au final on avait sélectionné le cas 1A et qu'au final on se rend compte qu'on est plutôt dans le cas 3, ce sera possible de le modifier demain et il n'y a pas de conséquences à s'être trompé. Donc si vous n'avez pas la réponse exacte, ça ne doit pas être un frein pour vraiment remplir vos consommations qui sont vraiment le cœur de ce qui est attendu et pas le cas d'assujettissement. Donc il n'y a aucun risque à s'être trompé parce que ce sera modifiable et qu'il n'y a aucune conséquence à s'être trompé pendant quelques temps. Alors on complique un peu les choses, on a des gens qui ont des sous-locataires
sans SIRET domicilié dans l'adresse du bâtiment, qui occupe des petites parcelles, et on doute fortement qu'il procède à une création de SIRET à cette adresse-là. Comment est-ce qu'on peut avoir une déclaration correcte avec le couple SIRET-EFA? Alors là, c'est vrai que du coup, la notion d'entité fonctionnelle, elle correspond exactement à la notion d'établissement au sens de l'INSEE et donc d'un identifiant SIRET. Il faut savoir que toutes les entreprises, notamment du secteur privé, sont tenues de référencer l'ensemble de leurs implantations géographiques et donc sont tenues d'avoir un numéro de SIRET pour chacune de leurs implantations géographiques. Donc, il y a quand même un chemin sur Opera pour faire des déclarations en l'absence de numéro de SIRET, parce que c'est vrai qu'il y a des entités fonctionnelles qui n'en ont pas. Par exemple, les parties communes de centres commerciaux, il n'y a pas forcément de SIRET. Donc, mais il est vraiment conseillé, en tout cas, notamment parce que c'est une obligation, en dehors du décret tertiaire, de faire les démarches au plus vite pour référencer l'ensemble des implantations et de les utiliser sur Opera par la suite. Et donc, c'est notamment ce à quoi doit servir aussi la tolérance, c'est que si vous êtes dans cette situation, ne vous précipitez pas pour faire vos déclarations sur Opera au plus vite. Faites d'abord les démarches pour référencer vos établissements. Nous, l'INSEE nous a assuré que c'était une démarche que, à partir du moment où la demande est faite, en 2 semaines ou 3 semaines maximum, il y a un numéro de SIRET. Donc, mettez bien toutes vos informations relatives à la consommation de côté. Et dès qu'il y aura un numéro de SIRET, privilégiez-le pour faire vos déclarations plutôt que de passer par un identifiant autre. Merci beaucoup, Emerson et Jean-Benoît. On va poursuivre la présentation. À vous la main. Oui, donc je proposais de voir quelques questions. Alors, pas forcément, mais oui, les questions fréquentes et aussi quelques principaux points pour ces premières déclarations, même si je pense qu'avec le public expert qu'on a, ils sont tous au courant. Donc, il y a 2 modes opératoires pour effectuer ces déclarations cette année-là. Le premier qu'on appelle interface homme-machine, c'est vraiment le fait de réaliser ces déclarations écran après écran sur le site Opera. Et le deuxième qu'on appelle import de fichiers, qui consiste à concentrer plusieurs déclarations dans un tableur unique et d'importer ce tableur sur Opera et que toutes les différentes déclarations qui se trouvent soient réalisées par ce biais. Donc ça, c'est les 2 modes opératoires pour ces premières déclarations. Et notre objectif, c'est que les déclarations suivantes puissent être faites, donc toujours par l'intermédiaire de l'interface ou de l'import de fichiers, mais également par le biais de l'interfaçage direct par une API. Et donc l'idée, c'est que si moi j'ai l'ensemble des informations attendues dans mon propre logiciel de suivi de consommation, que je puisse cliquer sur un bouton en disant envoyer mes déclarations sur Opera et de faire mes déclarations comme ça. Donc nous, vraiment, notre objectif, c'est encore de simplifier davantage la manière de réaliser ces déclarations pour que ça prenne le moins de temps possible. Donc là, bon, je pense que tout le monde est au courant, mais j'ai mis une illustration de ce qu'est l'interface et l'import de fichiers. Donc, sauf s'il y a des questions, je ne propose pas de m'y attarder dessus. Et quelques questions-réponses qui sont fréquemment posées. On a déjà un peu commencé à les voir. Donc, c'est « Je suis dans une situation propriétaire preneur à bail, qui fait quoi ?» Donc, ce qui est sûr, c'est que propriétaire et preneur à bail sont conjointement responsables de la réalisation des déclarations de consommation. Donc, attendu. Et ensuite, Opera est souple et permet au propriétaire ou au preneur à bail d'initier la déclaration de patrimoine et ensuite permet au propriétaire et au preneur à bail de réaliser les déclarations de consommation. Donc c'est vraiment une logique de souplesse, mais le fait de réaliser ces déclarations engage les 2 parties. Donc, quelles sont les principales fonctionnalités apportées depuis début 2022 ? On a mis en place un historique des saisies de consommation pour voir qui a saisi quoi. Donc, ça peut être particulièrement utile si, entre-temps, on voulait compléter un champ sans faire exprès, on a écrasé une donnée qui se trouvait avant. Mais là, grâce à l'historique, on va pouvoir retrouver ce qui avait été précédemment saisi. Donc, ça, c'est une fonctionnalité utile. On peut réimporter depuis cet été les activités renseignées sur une année déjà déclarée. Donc là, si j'ai renseigné vraiment mes activités détaillées parce que j'ai commencé par ma déclaration de consommation 2021, au moment de faire ma déclaration de consommation 2020, je pourrais réimporter toutes les activités avec les mètres carrés associés et j'aurais pas besoin de les ressaisir. Et ce sera bien sûr une logique similaire pour les années suivantes. Au moment de faire sa déclaration 2022, je pourrais bien sûr repartir des activités déclarées de ma consommation 2021. On a aussi pour le cas des collectivités et opérateurs de l'État
qui sont un cas particulier pour l'obligation de disposer d'un établissement, d'un numéro de SIRET pour chacune de leurs implantations. Il y a la possibilité de déclarer un patrimoine sans forcément avoir de numéro de SIRET. Donc ça, c'est un point important. Et peut-être quelques perspectives, en tout cas, sur les déclarations suivantes. Donc nous, vraiment, notre ambition, c'est que les déclarations prennent le moins de temps possible. Donc, dans le cas général, il y aura vraiment simplement la déclaration de consommation à mettre à jour. C'est-à-dire, moi, j'ai fait mes déclarations 2021, 2020, etc. Je dois faire ma déclaration 2022. J'ai simplement à refaire le parcours de déclaration de consommation en pouvant réimporter des informations déclarées comme les activités, et je dois simplement mettre à jour mes consommations et éventuellement les indicateurs d'intensité d'usage s'ils ont changé d'une année sur l'autre. Mais il n'y aura aucun autre travail à faire, donc le parcours il est vraiment identique par rapport à aujourd'hui. Il y aura le seul cas particulier qui ne sera pas exactement dans ce cas-là, c'est pour toutes les nouvelles activités, donc qui n'ont pas fait l'objet de déclaration, soit parce que c'était un bâtiment neuf, par exemple, livré en 2022, soit parce que entre 2021 et 2022, il y a eu un changement d'exploitant. Dans ce cas-là, le parcours de déclaration d'EFA et de consommation est exactement identique à celui qu'on connaît aujourd'hui. Et la seule information en plus qui sera à déclarer, c'est si je m'installe en lieu et place d'une entité fonctionnelle existante. Donc là, je devrais renseigner à la place de quelle entité fonctionnelle je me suis installé avec sa référence et la surface associée, tout simplement pour pouvoir assurer la continuité du calcul des objectifs et valoriser les actions qui ont déjà été engagées et pas repartir de zéro avec une nouvelle déclaration. Donc l'objectif, c'est vraiment de valoriser les actions déjà engagées. Mais on peut vraiment retenir que dans le cas général, le parcours de déclaration, il y aura seule la consommation à mettre à jour. Et donc là, soit il y a quelques autres questions, soit je peux peut-être passer aux perspectives. Il y a quelques questions avant de passer aux perspectives, si vous en êtes d'accord, Emerson. Alors, j'ai une première question sur alors, c'est toujours des questions un peu pointues ou précises sur la surface d'un parking associé à un site dans Perat, même si elle n'est pas dans la SDP. Est-ce qu'on déclare les consommations liées à l'éclairage de ce parking? Alors, Jean-Benoît, je ne sais pas si tu veux répondre. Jean-Benoît, c'est peut-être plutôt pour toi, là. Alors, effectivement, la surface de parking n'est pas à intégrer lorsqu'on vérifie si on est assujetti. En revanche, étant donné qu'un parking, quand je le vois, il n'est pas précisé si le parking est enterré ou à l'extérieur. De toute façon, le parking consomme de l'énergie. Et si c'est un parking enterré, il y a bien une surface de consommation associée. Et donc, il y a cette distinction entre la surface qu'il faut regarder pour l'assujettissement, hors parking de stationnement, et la surface de consommation énergétique qui intègre le parking. Emerson, tu me... Non, j'ai rien à rajouter. Juste, je sais qu'il y a des questions précises dans la FAQ qui abordent la question des parkings avec plusieurs questions, notamment sur ce sujet. Donc, n'hésitez pas à aller sur la foire aux questions, un contrôle F et parking, et vous verrez quelques questions déjà qui sont précisément traitées. Concernant les bâtiments des collectivités sans SIRET, on le déclare via le FA, mais dans l'onglet structure, le bâtiment n'apparaît pas, le BAT n'apparaît pas. Est-ce que c'est grave? Non, pas du tout. Voilà, vraiment, le cœur d'Opéra, c'est de faire une déclaration de consommation qui vient être sur une déclaration d'entité fonctionnelle. Donc, il n'y a aucun risque à ce qu'il n'y ait pas d'établissement concerné dans l'onglet structure. Là, il y a Hélène Régent qui nous dit qu'elle est en train qu'elle est sur un bâtiment qui est en pleine rénovation et les sous-activités et les surfaces associées vont être complètement modifiées. Est-ce qu'il y a un intérêt à détailler toutes les sous-activités pour les années 2020 et 2021 ? Alors, il y a toujours un intérêt parce que l'objectif en valeur absolue, l'objectif en valeur absolue, il faut bien avoir conscience qu'il se base sur la dernière déclaration de consommation qui est faite. Donc, si l'activité reste la même, mais que d'une année sur l'autre, il y a une réorganisation interne, ou même pas de réorganisation, mais que les indicateurs d'intensité d'usage, le volume de l'activité évolue, l'objectif en valeur absolue est susceptible d'être mis à jour. Donc, il y a toujours un intérêt à aller vers un détail des activités. Là, juste une précision sur ce cas-là. Là où c'est particulièrement le travail qui est particulièrement intéressant à faire, c'est vu qu'il y a eu des actions de rénovation,
c'est d'aller chercher une consommation de référence sur la période 2010-2019 Ah. avant la mise en place de ces actions. Comme ça, on pourra vraiment chercher une année de référence élevée et valoriser les actions déjà engagées pour atteindre les fameux moins 40% de 2030. Donc, en fait, les travaux qu'on vient de faire, ils font partie déjà de la démarche d'amélioration. Oui, bien sûr. Donc là, il y a vraiment intérêt, dans ce cas-là, à aller chercher l'historique des consommations et Excellent. une consommation avant la mise en place de ces travaux sur la période 2010-2019. Alors là, un point technique à nouveau sur Opérate. Comment on fait pour supprimer la déclaration de consommation de 2020 si on a saisi 2020-2021, en fait, on n'arrive plus à enlever 2020. Oui, alors aujourd'hui, aujourd'hui, c'est vrai que c'est une rigidité qu'on a introduite. Alors, on l'a introduite, c'est vrai que c'est une particularité cette année-là parce que c'est la seule, normalement, où il y a plusieurs déclarations attendues. Donc là, la logique, c'était de commencer par la déclaration d'aujourd'hui, 2021, et de stopper si on n'était plus présent dans le passé. Donc c'est pour ça qu'on a mis une certaine logique en disant on commence par 2021, puis ensuite, si on était là avant, on fait 2020, puis ensuite, si on était là avant, on peut faire l'année de référence. Donc c'est une rigidité pour bien faire comprendre que quelqu'un qui était présent en 2020 et qui n'est plus là en 2021 n'a aucun travail à fournir sur Opéra cette année-là. Et donc, voilà, maintenant que ce principe est bien compris, on va prochainement lever cette rigidité. Okay. Voilà. Et alors là, on a quelqu'un qui, sur Opéra, a accès via la déclaration d'EFA ou de consommation à un petit onglet un peu caché. Là, on commence à rentrer dans des trucs assez rigolos, qui permet de renseigner le numéro PDL ou PRM de l'EFA. Quelles sont les conséquences si on complète cette partie ou si on donne l'autorisation? Est-ce qu'on a besoin de faire des déclarations de consommation? Enfin bon, voilà, qu'est-ce qui se passe quand on a cliqué là-dessus, peut-être par mégarde ou... Alors, non, y a l'intérêt, en fait, c'est pas obligatoire de déclarer ses numéros de compteur, etc. Il y a un intérêt, c'est que nous, on a des partenariats, du coup, avec Enedis et GRDF pour, si l'utilisateur qui est titulaire du contrat renseigne son contrat sur Opéra et nous donne autorisation à l'ADEME pour aller chercher ces données de consommation, on peut, comme ça, dans le parcours de déclaration de consommation, lui donner une indication en disant, ben voilà, d'après nos communications avec Enedis, le compteur que vous avez renseigné sur la période de consommation que vous êtes en train de déclarer, nous, on a l'information que c'est 25 603 kWh. Donc, ça ne dispense pas l'assujetti de faire la déclaration de consommation, mais ça lui donne comme ça une indication sur ce qu'il s'apprêtait à déclarer. Est-ce que voilà, ça peut le conforter dans les déclarations à effectuer? Et je précise qu'aujourd'hui, cette fonctionnalité, elle est opérationnelle pour Enedis et elle va être bientôt opérationnelle pour GRDF. On pourra expliquer pourquoi s'il y a des questions, mais donc aujourd'hui, ne vous étonnez pas si pour vos compteurs de gaz, il n'y a pas encore ce lien de consommation qui est fait. Jean-Benoît, je pense que c'est une question pour toi. On revient sur, c'est toujours, en fait, on cherche à savoir quel est le champ qu'on doit remplir. Et là, c'est des serres qui sont associées à un lycée horticole. Est-ce qu'elles doivent être prises en compte? On est dans de la production là, non, les serres? Alors les serres, pas du tertiaire. C'est une bonne question. Avant de répondre, on a peut-être une précision aussi sur la plateforme Opéra. Je le fais en direct, je dois l'avouer. Moi, les serres agricoles, je ne le considérerais pas comme un assujettissement. Je ne sais pas si Emerson, tu peux le compléter, mais je le confirmerai par la fenêtre de chat. Mais les serres agricoles, à partir du moment où l'entreprise, entre guillemets, n'a pas un SIRET de tertiaire, INSEE, je vois pas. Mais c'est un lycée agricole. Un lycée horticole, lui, il a un SIRET tertiaire, oui. C'est un lycée. Mais est-ce que la serre qui fait partie, c'est comme un atelier dans un lycée technique? Et si la serre est chauffée également, est alimentée électriquement, etc. Je ne sais pas vous répondre, donc je préfère garder la question et puis j'y répondrai un peu plus tard. Okay. On a Mathilde Rousserie pour Angers qui nous donne la réponse, qui dit que c'est a priori pas à prendre en compte car c'est du process et il reste des autres locaux et on n'a pas de sous-compteur. Donc voilà, on a une réponse en direct entre collègues. Mais Mathilde Rousserie a une autre question là, je pense que c'est pour Emerson. Il n'y a pas d'usage salle polyvalente ou salle des fêtes. Et alors, qu'est-ce qu'on a de plus proche?
Oui, alors ça, c'est vrai que c'est une question beaucoup, que l'on retrouve beaucoup, c'est qu'est-ce que je choisis comme activité dans telle ou telle situation. Je précise, alors dans l'onglet ressources d'Opéra, vous pouvez, c'est peut-être plus pratique que de jouer avec les listes déroulantes au moment de faire sa déclaration. Vous pouvez retrouver un tableur avec l'ensemble des activités qu'il est possible de renseigner sur Opéra. Et vous avez cette précision qui est dans la foire aux questions, c'est que vous pouvez du coup consulter l'ensemble des activités qu'il est possible de remplir et sélectionner la plus proche de votre activité. Et si vous constatez que manifestement, il y a aucune des lignes sélectionnables ne correspond à votre activité, là, vous pouvez envoyer une demande à la boîte mail Éco-Énergie Tertiaire pour faire part de votre situation et que cette éventuelle activité, soit on vous dira il faut sélectionner tel élément parmi la liste s'il y en a un qui se rapproche, soit il y aura une étude qui sera faite pour inclure un nouvel élément à la segmentation. Et dernière question, une entreprise du BTP, donc il y a des bureaux et des ateliers mécaniques, je pense que ça rejoint un peu la question de la serre, des ateliers mécaniques pour l'entretien de leurs véhicules, avec donc aucune activité à ce sujet, hormis vente et service de véhicules utilitaires et véhicules industriels. Donc, ils ne savent pas exactement où mettre cette activité-là. Okay. Alors, malheureusement, je pense que c'est la même réponse que je viens de faire. C'est voilà, voir l'ensemble des possibles et puis ensuite, le ministère étudiera s'il y a vraiment aucune catégorie, si vous en faites la demande, la possibilité d'ajouter, de préciser certaines activités. On a des endroits avec des cases libres. Il y a des endroits avec des cases libres où on peut dire j'ai un problème avec super content d'avoir mis ça dans tel endroit et merci d'y faire attention. Ça existe ça dans le oui, alors on pourra on pourra signaler, on aura bientôt une case commentaire, enfin voilà, remarque à l'issue de sa déclaration pour préciser s'il y a des remarques à faire connaître pour d'éventuels contrôles. Jean-Benoît, juste avant de reprendre, tu avais un mot à rajouter ? Oui, c'était pour préciser que j'ai entendu le terme de process. Lorsqu'on parle de process, c'est pas systématiquement à retirer. Bien au contraire, il faut bien analyser le process au sens tertiaire du terme. Fait partie de l'assujettissement et des consommations qu'il faut déclarer. La FAQ est assez précise là-dessus. Donc, il y a des cas particuliers. Si je prends l'exemple de centres techniques municipaux, par exemple, où il y a beaucoup d'ateliers, ça fait bien partie du périmètre et il faut donc saisir l'intégralité de la consommation. Donc là, il y a pas mal de cas par cas sur les ateliers. Donc, la FAQ vous aidera énormément. Merci beaucoup. Alors, Emerson, je vous redonne la parole pour la dernière séquence de votre présentation. Merci, oui. Alors, la dernière séquence, c'est aussi donner quelques perspectives parce que, bon, c'est vrai que aujourd'hui, tout le monde est focalisé sur le travail déclaratif et c'est aussi sur cette partie-là que nous, on a mis beaucoup d'énergie, mais c'est surtout donner quelques perspectives sur qu'est-ce qu'on pourra retrouver demain sur Opéra, à quoi on peut s'attendre. Donc, le premier point, c'est ce que je disais, c'est la partie déclarative. Donc, nous, vraiment, notre ambition, on passe beaucoup de temps pour que justement tous les assujettis en passent aujourd'hui et demain le moins de temps possible pour déclarer les consommations. Nous, c'est vraiment notre ambition, c'est que la déclaration de consommation prenne le moins de temps possible. Donc, c'était notre priorité jusqu'à aujourd'hui. Ça le restera encore pendant quelques temps parce qu'on a déjà des améliorations identifiées. On veut vraiment donner pour objectif de permettre des déclarations de consommation par le biais d'une API pour les prochaines. Donc, on continuera là-dessus. Ensuite, donc ça, c'est le premier point. Ensuite, on aura la partie objectif. Donc, à l'issue des déclarations, du coup, il y aura et de la production des textes réglementaires restants. Opéra permettra à tous de savoir dans quelle trajectoire se mettre, donc à travers le calcul des objectifs qui sera fait et la fourniture d'une attestation annuelle. Donc voilà. Et ensuite, ça, c'est des fonctionnalités qui seront aussi très intéressantes. Il y aura des parties benchmark et de statistiques. Donc, pour le benchmark, on pourra, sur Opéra, grâce à la richesse de l'ensemble des déclarations qui sont faites, permettre à chaque assujetti de situer la performance énergétique de son patrimoine par rapport à l'ensemble des déclarations effectuées. Donc là, typiquement, ça reste à préciser, bien sûr, mais on sera en mesure de dire, voilà, votre EFA fait partie des 10% les moins énergivores parmi toutes celles qui ont été déclarées sur Opéra et qui ont des activités similaires. Donc, c'est typiquement le genre d'informations qu'on pourra donner. Ça pourrait être intéressant, par exemple, si nous,
on peut penser être dans un bâtiment performant, avoir une consommation performante, et on pourra peut-être avec ce biais-là se rendre compte qu'en fait, on a quelque chose de plutôt peu performant par rapport à la moyenne, et donc ça pourra peut-être mettre un coup de projecteur particulier alors qu'on n'aurait pas pensé pour s'intéresser à un bâtiment en particulier. Donc voilà, on pourra aussi par exemple identifier, voilà, votre entité fonctionnelle, c'est la moins énergivore ou la plus énergivore dans le bâtiment dans lequel elle se situe, par exemple. Donc l'idée, c'est de pouvoir donner quelques outils pour que chacun puisse mieux comprendre les forces et les faiblesses en termes de consommation d'énergie de son patrimoine. Et ensuite, on aura aussi demain un volet de statistiques qui permettra voilà, à tous de se servir d'Opera comme thermomètre de la consommation du parc tertiaire, donc que tout le monde puisse constater sur Opera comment évoluent dans le temps les consommations du secteur tertiaire selon différentes zones géographiques, selon les différentes catégories d'activités, etc. Et donc là, une bonne manière de anticiper le potentiel de ce qui pourra être fait, c'est que c'est également nos collègues du service bâtiment qui sont en charge de l'observatoire des DPE, et que tout récemment, depuis cet été, il y a un module statistique qui est accessible en ligne et qui permet comme ça d'interroger en temps réel la base de données des DPE en filtrant avec certaines... Voilà, on peut s'intéresser aux bâtiments construits depuis 1948 ou avant et avoir le résultat des étiquettes DPE. Donc voilà, c'est en regardant ce qui a été fait sur l'observatoire des DPE, ça peut donner quelques idées de ce qui sera possible sur Opera en adaptant bien sûr certains paramètres. Donc voilà à quoi s'attendre Opera au-delà de l'aspect déclaratif qui est le sujet majoritaire pour 2022. Ce dernier point devrait être très motivant parce qu'en fait, c'est intéressant de pouvoir comparer. En fait, on va pouvoir établir des points de comparaison. C'est un peu ce que vous faites quand vous faites Cube à l'IFPEB. On voit ce qu'on arrive à gagner par des efforts uniquement, assez simples. Et là, maintenant, on va aussi pouvoir comparer avec les différents travaux que les uns et les autres pourront mener. Et si j'ai bien compris, ce n'est pas simplement une comparaison par rapport à l'ensemble du tertiaire. On pourra avoir quelques catégories spécifiques. Est-ce que les commerces seront isolés par rapport aux autres, par exemple? On pourra comparer par rapport à des petits commerces d'une taille à peu près équivalente, des choses comme ça? Mais là, c'est toute la finesse des informations qu'il est possible de renseigner. Donc, les catégories d'activité, il y a une ventilation assez fine donc entre les hypermarchés, les commerces, par exemple. Et donc, bien sûr, dès qu'il y aura des fonctionnalités de benchmark ou de statistiques, toutes les données seront anonymisées, agrégées. Vraiment, la confidentialité est clé là-dessus. Donc, pour pas permettre de remonter à l'identité d'un assujetti derrière. Mais oui, c'est vraiment l'ambition de pouvoir se servir d'Opera pour comprendre quel secteur d'activité baisse ses consommations, quels sont les types d'énergie aussi, comment évolue la structure des consommations par type d'énergie. Est-ce que ce sont bien les énergies, voilà, le gaz, le fuel qui baisse en premier. Voilà, ça sera très intéressant de suivre ça dans les années à venir. Et de ce que je comprends, Emerson, ce sera aussi une analyse qui neutralisera du coup l'impact de l'activité et climatique. Donc ça veut dire que vous êtes en train de comparer entre guillemets des pommes et des pommes sur ces sujets, et ça ne fausse pas l'analyse comparative. C'est vraiment quelque chose d'intéressant sur ce benchmark entre guillemets. Oui, vu que les consommations ont vocation à être ajustées en fonction du climat, donc ce seront bien les consommations ajustées qui pourront être comparées. Et bien sûr, bon, les restitutions restent encore à affiner, bien sûr, mais voilà, probablement que ce sera des restitutions qui concernent une même catégorie d'activité. Voilà, il n'y a pas lieu de comparer un bâtiment de bureau avec un bâtiment de santé, par exemple. Donc, ce sera parmi les déclarations avec une activité similaire, vous vous situez. Voilà, après on verra les fourchettes, mais c'est en tout cas le potentiel de ce qu'on pourra produire comme information. Est-ce qu'en même temps, Opera a été conçu pour permettre aux uns et aux autres, puisque c'est l'étape qui va venir maintenant, à élaborer son plan d'action, ou est-ce qu'il faut repartir de ses propres données, de ses propres tableurs pour pouvoir faire son plan d'action, ou est-ce qu'on peut utiliser directement la plateforme pour pouvoir le faire? C'est vrai qu'aujourd'hui, vu qu'on s'est vraiment concentré sur les fonctionnalités déclaratives, pour être très franc, on ne peut pas encore utiliser Opera pour utiliser ça, mais vraiment demain, et c'est notre objectif premier, c'est que ce soit un outil d'aide à l'accompagnement dans la conformité réglementaire et l'atteinte des objectifs, la réduction des consommations d'énergie. On pourra, par exemple, sélectionner une année, voir l'ensemble de ces déclarations de consommation patrimoine par patrimoine et avoir l'information du ratio en kilowattheure par mètre carré et de voir sur cette année, voilà, mon entité fonctionnelle qui consomme le plus ou qui est le plus en retard
en termes d'atteinte des objectifs, c'est celle-là, pour essayer de prioriser certaines actions vers ce type-là. Est-ce qu'on sait quand est-ce que les dernières valeurs absolues vont sortir? Alors, non, là, c'est des travaux qui sont menés par le ministère. Je sais qu'il y a beaucoup de travail en ce moment là-dessus. Et c'est des données aussi d'entrée qui sont nécessaires à Opera pour produire pour permettre de calculer les objectifs. Et là, malheureusement, j'ai pas d'informations plus précises là-dessus. Très bien. Pierre, je oui. me permets, je voulais juste profiter de la slide sur les perspectives. Ce sera aussi très intéressant, Emerson, pour le parc tertiaire, sur ceux qui s'intéressent à la taxonomie, taxinomie européenne, et pour lequel on doit avoir une vision du parc tertiaire assez précise de la consommation énergétique. Alors, elle est en énergie primaire et non pas en énergie finale, mais en tout cas, ça pourra être une base de données pour eux, pour qu'ils puissent estimer les 25%, bref, pour aller sur les niveaux d'atténuation et les performances qu'ils souhaitent viser. Mais, voilà. Très bien. Alors, un petit mot sur la suite pour nous en Pays de la Loire. Vous savez que l'école du tertiaire bas carbone, c'était un parcours en 6 étapes. Et donc, on a une prochaine étape je crois que tu seras encore avec nous, Jean-Benoît, le 8 novembre prochain. Et là, on va rentrer dans l'action une fois qu'on aura rempli nos données. Donc, on fera comme si on n'avait pas tenu compte de la tolérance, si c'est le mot, et on fera comme si tout le monde avait rempli l'ensemble de ces données, et on sera déjà dans le plan d'action, la rénovation en action. Comment est-ce qu'on peut commencer à bâtir un plan d'action qui soit accessible financièrement, avec des perspectives de baisse importante de consommation énergétique. On voit bien que cette question, elle est devenue plus que prioritaire aujourd'hui. Ça vient percuter directement un quotidien assez douloureux pour un certain nombre d'entreprises avec des coûts d'énergie qui parfois se sont envolés. Donc le 8 novembre, l'inscription, je pense que les inscriptions sont ouvertes puisque ça c'est la copie de la page du site internet de Novabuild. Est-ce que tu peux nous faire un petit teasing, Jean-Benoît, sur un peu comment tu vas procéder pour cette séquence-là? Avec plaisir. Déjà, je suis ravi, moi aussi, de pouvoir penser à la suite et de basculer sur un atelier ciblé sur l'action avec vous. Et puis, on balayerait ensemble les deux grandes stratégies qu'on entend parler, que le marché nous montre, nous relève. La stratégie du pas à pas, on y va en douceur, mais on se fait un plan d'action. Voilà. Et puis, une stratégie du grand saut où on va faire les grandes rénovations, les grandes actions de performance énergétique qu'on peut avoir. On aura une petite brique sur du rétrocommissionnement pour remettre en service le bâtiment pour qu'il soit plus performant et de manière très rapide. Et puis, il y aura des témoignages. Et voilà, il y aura toujours des témoignages. C'est le plus important des acteurs du terrain pour montrer leur plan d'action. Merci. Alors, un petit mot de fin pour Emerson. Alors, je ne sais pas si on peut vous voir. Ça a été un énorme chantier, j'imagine, pour vous. De commencer à remonter les chiffres, ça doit être une certaine satisfaction. On a compris qu'il y a encore des choses qui doivent bouger. Vous allez introduire des données. Vous-même, cette plateforme Opera, vous allez continuer à la suivre personnellement. Quelles sont vos perspectives de travail sur cette plateforme dans les semaines qui viennent? Alors oui, nos perspectives, c'est un peu ce que j'ai dit. Nous, vraiment, notre ambition première, c'est que la déclaration prenne le moins de temps aux assujettis. On met beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour faire en sorte que les assujettis puissent en passer le moins possible à déclarer les consommations pour pouvoir se concentrer sur les actions. Donc, on continue nos efforts. Pour ceux qui ont été attentifs, l'opéra du 1er septembre n'est pas du tout l'opéra du 1er janvier. On l'espère beaucoup plus pratique et facile de faire ces déclarations. Donc, on continuera là-dessus. Et ensuite, bien sûr, c'est très vite de donner du sens et qu'Opéra soit un outil utile pour aller dans l'action, pour mieux comprendre dans mon patrimoine qu'est-ce qui consomme quoi, combien et vers quel élément je priorise mes actions. Donc, c'est d'abord
continuer de faire en sorte que les déclarations de consommation prennent le moins de temps possible. On a bien conscience que cette première année, ça n'a pas forcément été simple, et ensuite vraiment donner du sens et pouvoir faire en sorte qu'Opera soit un outil utile. Donc non, on s'arrête pas du tout de travailler, bien au contraire, on est encore très très mobilisé pendant encore plusieurs mois et plusieurs années. Alors, nous, on a constaté à Novabuild que cette question de la rénovation énergétique, mais qui est en même temps aussi une rénovation dans un certain nombre de fonctionnalités, d'amélioration du confort, d'amélioration de la qualité du patrimoine pour une transmission. On s'est rendu compte à Novabuild que c'était un sujet qui était de plus en plus prépondérant. Et donc, on a décidé avec Nantes Métropole de créer un accompagnement beaucoup plus précis et soigné. Et donc, dans les prochaines semaines, on va avoir à nos côtés, on va pouvoir renforcer l'équipe et avoir quelqu'un qui va pouvoir être un conseiller en énergie pour les éléments patrimoniaux directement concernés par le décret énergie tertiaire, donc c'est-à-dire au-delà des 1000 mètres carrés. Donc, on aura à Novabuild la capacité de vous répondre, notamment pour bâtir ce plan d'action, une fois que vous aurez fait votre déclaration. Donc, la suite, en fait, l'école du tertiaire bas carbone ne va pas s'arrêter à notre dernière séance évoquée là pour la fin novembre, mais on va poursuivre le travail ensemble. Et donc, bien, c'est que partie remise, Emerson et Jean-Benoît, on aura sûrement l'occasion de se revoir assez rapidement. Merci à toutes et à tous pour cette participation. Un grand merci à Emerson Cabane de l'ADEME d'avoir pris ce temps la veille de cette échéance pour nous décortiquer un petit peu ce qu'il y a derrière la plateforme que les uns et les autres sommes amenés à saisir. Et puis un grand merci à l'IFPEB et à Jean-Benoît Lafont de nous accompagner déjà depuis un moment pour accompagner l'ensemble des acteurs du tertiaire qui sont concernés par le dispositif éco-énergie tertiaire. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir, merci. Merci, au revoir.